Un bras de fer qui se poursuit cette semaine. Les parlementaires américains ont voté pour de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord. Riposte de Pyongyang, elle accuse la CIA d'un complot pour tuer Kim Jong-un, dont le pays va mal, comme en témoignent ceux qui s'en échappent comme Timothy. Il évoque la famine, les camps de concentration où Anyang, 14 ans, réfugié au sud depuis 7 ans et qui n'arrive toujours pas à s'y adapter. Dans l'enfer de la Corée du Nord, reportage de Guillaume Couder avec Thibaut Dupont et Aurélie Gomez. Dans la nuit de Séoul, nous avons rendez-vous avec Timothy Kang, 29 ans. Ce jeune homme, à l'allure d'étudiant, est un survivant. Il y a 10 ans, il a réussi à fuir l'enfer de son pays, la Corée du Nord. Il vit désormais dans la capitale sud-coréenne. Ici, à l'inverse de la Corée du Nord, on est libre. On a la liberté d'avoir une religion, de circuler, de voyager et voir le monde extérieur. Comme Timothy, 30 000 Nord-Coréens sont aujourd'hui réfugiés en Corée du Sud. La plupart ont toujours peur de la dictature de Pyongyang et évitent les médias. Mais lui veut raconter son histoire. Dans des vidéos, il évoque ses souvenirs. Ici, la grande famine qui a dévasté la Corée du Nord quand il était enfant. Les parents de Timothy sont morts quelques années plus tard. Lui-même a été arrêté par le régime et enfermé 2 ans dans un camp de concentration. Sur son site, quelques dessins témoignent des exécutions, des privations. C'est un endroit où les êtres humains ne sont plus des êtres humains. Ils n'ont que la peau sur les os, ils sont comme des squelettes. Quand je suis arrivé dans ce camp, je suis devenu comme eux. J'étais complètement décharné. Si on voyait un grain de maïs par terre, on le ramassait pour le manger. On mangeait tout ce qu'on trouvait. Timothy a finalement été libéré et a réussi à sortir du pays. La Corée du Nord, 25 millions d'habitants, reste une dictature féroce, quasi coupée du monde. Depuis plus de 60 ans, elle est séparée de sa voisine du Sud par une frontière ultra-militarisée, l'un des endroits les plus surveillés de la planète. Escortés par le caporal Lim, nous pénétrons au cœur de cette zone frontalière. La Corée du Nord est juste là, de l'autre côté de la route. Des soldats nord-coréens sont en faction. Le bâtiment de 3 étages en face de nous s'appelle Panmunjak. C'est un poste d'observation pour les Nord-Coréens. Il y a 5 bâtiments sur cette route. Les bâtiments bleus appartiennent au commandement des Nations Unies et les bâtiments gris sont à la Corée du Nord. La frontière est marquée entre ces 2 bâtiments par une ligne de béton. Ici, comme un vestige de la guerre froide, les soldats se font face en permanence. Depuis ce point d'observation, on aperçoit aussi, à 3 km, un immense drapeau nord-coréen et à ses pieds le premier village, installé là comme un symbole pour défier la Corée du Sud. C'est le village de la propagande de Kim-Yong-dong. Au départ, il n'a été construit que pour faire de la propagande. Personne ne vivait dedans. Mais maintenant, avec le complexe industriel de Kaesong, installé à côté depuis 2003, il y a environ 200 ou 300 habitants. Et il y a des gens qui traversent depuis la Corée du Nord pour venir ici? Ça, je ne peux pas vous répondre. Ici, la frontière est quasi impossible à franchir. Alors, pour fuir, les Nord-Coréens empruntent une autre voie. Ils passent illégalement par la frontière chinoise, beaucoup moins surveillée, et rejoignent ensuite la Corée du Sud. Pour eux, l'arrivée dans ce pays moderne, où ils n'ont aucun repère, est un choc. Des structures sont mises en place pour permettre aux réfugiés de s'adapter. Nous sommes dans une école spécialisée pour enfants nord-coréens. Eux, ce sont des garçons de 11 ans. Alors, vous ne vous levez pas pour dire bonjour? Madame Jou est la proviseure. Elle aussi est une réfugiée. Son école accueille 34 élèves entre 7 et 16 ans.
Quand ils arrivent, ils sont très perturbés, instables. On fait beaucoup de traitements psychologiques. Vous comprenez, déjà ils ont eu un chemin difficile pour arriver jusqu'ici. Certaines mères de ces enfants qui étaient passées en Chine ont été renvoyées en Corée du Nord. Ils ont vécu des situations terribles. Il est 17h30, c'est l'heure du dîner pour les petits pensionnaires. La plupart de ces enfants n'ont qu'un seul parent avec eux en Corée du Sud. Le plus souvent leur mère, des femmes sans ressources, contraintes d'accepter de petits emplois, loin de Séoul. Les mères de ces enfants, la priorité pour elles, ce n'est pas l'éducation, mais trouver comment survivre. Elles travaillent parfois très tard, n'importe où en Corée. Et les enfants sont livrés à eux-mêmes. Pour les protéger, qu'ils ne soient pas seuls, on les loge ici avec nous. Ici, l'enseignement est adapté pour que ces enfants puissent reprendre plus tard une scolarité normale. Les petits réfugiés ne sont pas au niveau pour suivre dans les établissements sud-coréens. Dans une salle de classe, nous rencontrons Eun Young, 14 ans. Elle a fui la Corée du Nord il y a 7 ans. Je me sens différente. Les élèves sud-coréens, ils apprennent vite, d'un coup. Moi, ça prend du temps. C'est difficile de me faire des amis et de m'adapter. Au début, il y avait des gens qui se moquaient de moi, d'autres qui m'aidaient. Il y en avait qui étaient curieux, ils me posaient des questions. Avant, j'avais un accent nord-coréen, mais maintenant je parle comme eux, alors on ne peut plus voir que je viens du Nord. Ces enfants doivent être prêts pour affronter une société très compétitive. D'autant que les réfugiés nord-coréens souffrent de discrimination. Certains, souvent les plus âgés, ne parviennent jamais à s'intégrer. Parmi ces réfugiés, Séoul accueille aussi des opposants au régime de Pyongyang, bien décidés à le combattre pacifiquement. Ce matin-là, conférence de rédaction pour ces journalistes d'un média privé, financé notamment par des organisations américaines. On va enregistrer comme c'était prévu. Oui, la journaliste Kang va commencer et puis ce sera au tour de la journaliste Choi. Au sein de l'équipe, il y a plusieurs réfugiés nord-coréens. Ils réalisent une émission de radio qui vise à déconstruire la propagande du régime. Elle est écoutée clandestinement en Corée du Nord. Depuis cette station, tous les jours, on diffuse 4 heures d'émission vers la Corée du Nord. Notre objectif, c'est d'aider à la démocratisation du pays. On veut informer les Nord-Coréens sur la réalité. En studio, Madame Kang. Elle travaillait pour l'armée nord-coréenne avant de faire défection. Ok, on y va. Ce jour-là, elle évoque la construction de nouveaux logements à Pyongyang, annoncés dans la presse officielle du régime. Le journal donne les coûts de construction qui lui paraissent mensongers. Si on en croit le journal du régime, ils ont dépensé 453 $ par appartement. Mais c'est impensable de pouvoir construire pour aussi peu cher dans le centre de Pyongyang. Selon elle, loin des idées reçues, de plus en plus de Nord-Coréens s'informent sur le monde extérieur, grâce notamment aux 3 millions de téléphones portables en circulation dans le pays. Les réfugiés installés ici appellent leur famille. Cela permet de faire entrer de l'information en Corée du Nord. Il y a aussi du commerce avec la Chine, donc on peut savoir ce qui se passe hors du pays. Il n'y a plus grand monde aujourd'hui qui est totalement trompé par la propagande du régime. Mais tous ici l'affirment, leur combat s'inscrit dans la durée, car le régime nord-coréen continue de terrifier et surtout de contrôler la population. Rares sont ceux qui parviennent à lui échapper.